Il y a eu un échange d'informations, des perspectives de développement qui étaient extrêmement riches. Il ne s'agit même pas du nombre de contrats signés, mais des contacts en direct, en tête-à-tête avec les gens, de gens qui veulent travailler ensemble et qui réfléchissaient à la façon de le faire. Donc l'Ouzbékistan présente effectivement pour la Russie un grand intérêt sur le plan du développement des relations. Premièrement, l'Ouzbékistan est le pays le plus densément peuplé de l'URSS, après la Russie, avec 37 millions d'habitants. Et chaque année, sa population augmente d'1 million d'habitants. Ça, c'est la croissance de la population de l'Ouzbékistan. L'économie est en croissance très forte, très dynamique, avec un PIB qui a augmenté de 6% l'an dernier. C'est une des croissances les plus importantes à l'échelle mondiale. Et le président ouzbek a pu mettre en place un système de gouvernement extrêmement efficace et un modèle d'économie en croissance. Donc nous avons beaucoup de projets en commun sur le plan industriel, sur le plan énergétique. Vous avez entendu tout ce qui a été dit. En matière d'infrastructure, nous avons des problèmes pour l'Ouzbékistan qui consistent en ceci qu'ils n'ont pas d'accès à la mer. Et donc justement ici, nous pouvons aussi avec d'autres partenaires, d'autres régions, travailler pour trouver une solution pour aider les Ouzbeks sur ce plan logistique, pour qu'ils aient un accès à la mer et aux marchés extérieurs. Donc là aussi, nous avons un sujet de discussion. Donc les questions sont extrêmement nombreuses. Le volume des projets envisageables est énorme. Vous savez que nous avons créé un fonds pour faciliter ce travail à hauteur de 500 millions de dollars, 400 millions revenant à la Russie. Ce n'est pas parce qu'on a plus d'argent, c'est parce que nous avons des intérêts qui sont importants ici, en la matière. Et nous voyons qu'il faut mettre cela en œuvre, précisément en prenant en compte la stabilité du système économique et les conditions d'investissement dans l'économie ouzbèque. Donc je le répète, l'intérêt est important et cela est lié à l'intensité des contacts que nous avons. Sur les questions d'intégration, si vous pensez évidemment en premier lieu à l'Union économique eurasiatique, évidemment, les processus avaient été initiés par le premier président du Kazakhstan, Nazarbayev. Donc c'est une structure qui se développe à un rythme soutenu et qui apporte des résultats concrets à tous les participants. Alors, y participer ou pas, c'est le choix souverain de tout État sur la base des intérêts, en premier lieu économiques et de cohérence. Nous avons différents niveaux de développement de nos économies, sur le plan financier aussi, et quand tel ou tel gouvernement prend la décision de participer ou pas à des associations d'intégration, c'est possible. Et donc, en tout cas, quand nous avons une économie telle que celle de l'Ouzbékistan qui se joint, à ce moment-là, cette économie ne peut que gagner. Et donc l'objectif, c'est justement que l'Ouzbékistan gagne sur le plan. Donc c'est toujours un processus difficile d'intégration. Alors nous avons parlé nuit et jour pendant longtemps sur les obligations réciproques. Donc justement, c'est un processus qui se fait, qui se développe. Il y a beaucoup de projets en commun, petit à petit. Il y aura la prise en compte des intérêts mutuels dans cette coopération à venir, avec la participation à ces unions d'intégration. Question suivante.
Bonsoir, Pavel Zarubin, chaîne Russie. J'ai deux questions, tout de suite assez volumineuses. La première, à Tachkent, nous sommes venus directement de Minsk, quasiment, donc c'est un sujet qui est à Minsk. Vous avez répondu à une question sur la légitimité de Zelensky et sur la question de savoir avec qui vous pouvez discuter en cas de négociation. Vous avez dit qu'il faut regarder la constitution de l'Ukraine pour voir qui est détenteur du pouvoir et avec qui est habilité à signer. Mais en tout cas, conformément à la constitution, on voit que seule la Rada peut opérer. Il n'y a pas un mot sur le président. Et ce n'est que sur la base de l'état de guerre que Zelensky a prolongé son mandat. Vous avez dit qu'il fallait une analyse juridique. Alors, c'est une analyse que nous faisons. Avec qui vous êtes prêt à discuter? Est-ce que je peux vous poser tout de suite une deuxième question? Alors, il y a de plus en plus de déclarations de la part de tribunes occidentales sur le fait qu'il faut autoriser Kiev à effectuer des frappes sur le territoire de la Fédération de Russie en profondeur. Et encore aujourd'hui, les ministres de la Défense de l'Union européenne en parlent aujourd'hui, le disent. Et on va donner des armements à Kiev. Ensuite, on considère que cet armement est ukrainien. Et ensuite, Kiev peut frapper, l'Ukraine peut frapper où elle veut, partout en Russie. Alors, la première chose, la première question. À propos de la légitimité du pouvoir ukrainien. Et effectivement, il y a une analyse en profondeur sur le plan juridique qui doit être menée. La première chose que je vois et qui m'a été rapportée par les collègues, c'est que la constitution ukrainienne prévoit la prolongation des pouvoirs, mais seulement de la Rada. Et la prorogation des pouvoirs du président n'est pas prévue. Rien n'est dit, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, la loi, la législation ukrainienne sur le statut juridique, sur l'état de guerre, dit que, en cas d'état de guerre, les élections présidentielles ne sont pas organisées. Cela ne signifie pas que cela prolonge le mandat. Ça dit simplement qu'il n'y a pas d'organisation d'élections. Il n'y a rien sur la prolongation du mandat dans la Constitution. Mais il y a l'article 111 de la Constitution ukrainienne qui dit, dans ce cas, l'autorité du pouvoir suprême, en l'occurrence du président, est transmise au président du Parlement. D'autant plus que dans les conditions de la loi sur l'état de guerre, le mandat du Parlement est prolongé. Donc c'est l'analyse préliminaire qu'on a. Il faut regarder en détail tout ça. Certains spécialistes disent qu'il y a des contradictions entre la Constitution, dans la Constitution, sur la prolongation du mandat de la Rada en cas d'état de guerre et des dispositions qui disent que, je crois de 2016, qui prévoit le statut particulier de l'état de guerre. Et comme je l'ai dit, je le répète, il s'agit du fait qu'il n'y a pas d'élection présidentielle qui est organisée. Mais rien n'est dit sur la prolongation de ce mandat. Et ça, c'est un problème. Et en fait, ça signifie que, au fond, l'État ukrainien repose non pas sur le principe d'une république présidentielle, mais d'une république présidentielle et parlementaire, et que le pouvoir est concentré au niveau du pouvoir représentatif au sein de l'État. Et donc il est parfaitement logique à ce moment-là
que la Constitution soit organisée de cette façon et les autres actes juridiques qui en découlent. Donc, à strictement parler, l'analyse préliminaire, préliminaire je souligne, le seul pouvoir légitime est celui du Parlement et donc du président de la Rada. Alors en ce qui concerne les élections présidentielles, il aurait fallu à ce moment-là annuler cette loi sur l'état de guerre et c'est tout, et organiser des élections. Mais ils n'ont pas voulu le faire, pour tout un tas de raisons. Mais je pense, donc c'est pas lié à la Constitution, mais peut-être que c'était le calcul des patrons de l'Ukraine qui sont outre-Atlantique, c'est de faire en sorte que le pouvoir exécutif actuel ait le fardeau de prendre toutes les décisions impopulaires et encore d'une autre décision. C'est d'abaisser l'âge de mobilisation. C'était de 27 ans, maintenant c'est passé à 25, on maintenant peut-être descendre à 18 ans, et d'autres décisions impopulaires qui sont opérationnelles aujourd'hui et qui peuvent être remplacées, et la responsabilité incombera à des gens qui seront écartés. Si c'est le calcul qui a été fait, à ce moment-là, on comprend la logique. On verra ce qui va se passer. De même que je l'avais dit à Minsk, cette situation doit être clarifiée définitivement. Pour comprendre ce qui se passe en Ukraine, il faut formuler ça de façon définitive par le système politique et juridique du pays. Et ça ne me paraît pas si compliqué que ça. Je le répète pour la troisième fois, la loi de 2016 dit qu'il ne faut pas organiser des élections présidentielles en cas d'état de guerre, mais il n'est dit nulle part que ce mandat doit être prolongé. Donc regardez l'article 111, tout le pouvoir revient au président du Parlement. Maintenant, en ce qui concerne les frappes, honnêtement, je ne sais pas très bien ce que dit le secrétaire général de l'OTAN, qui autrefois était Premier ministre norvégien. On avait discuté, nous avions parlé de questions délicates, notamment sur la mer de Barents. On s'était mis d'accord, mais à l'époque, je suis absolument convaincu qu'il ne souffrait pas de démence. Et si on avait parlé à l'époque de frappe à longue portée sur la Russie, en tant que secrétaire général de l'OTAN, en plus lui c'est un civil comme moi, il doit comprendre que des armes à longue portée ne peuvent pas être utilisées sans moyens astronautiques de reconnaissance. Ensuite, le choix de la cible et le plan de vol ne peuvent être donnés que par des spécialistes sur la base des données techniques des opérations de reconnaissance. Et si des systèmes sont utilisés, comme par exemple Storm Shadow, et donc où le plan de vol peut être déterminé automatiquement sans présence de militaires ukrainiens, alors qui le fait? Alors c'est ceux qui construisent ces équipements, ceux qui les fournissent à l'Ukraine, sans participation, et c'est ce qui se fait sans la participation de militaires ukrainiens. Il y a d'autres systèmes, par exemple, ATACMS, qui, aussi sur la base de la renaissance aéronautique, spatiale, donc les paramètres de vol sont fixés automatiquement et ils peuvent ne même pas comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, le plan de vol est fixé à ce moment-là. Et donc, ce plan de vol n'est pas préparé par les Ukrainiens, par les représentants des pays de l'OTAN. Et donc, les représentants des pays de l'OTAN
en particulier en Europe, et notamment dans les petits pays, ils doivent être conscients de ce à quoi ils jouent. Ils doivent garder à l'esprit que des États à petit territoire et grande densité de population, ça, ils doivent le garder à l'esprit, avant de parler d'effectuer des frappes sur le territoire de la Russie. C'est une question qui est grave et nous observons cela très attentivement. Tout aujourd'hui tourne autour de Kharkov aujourd'hui. C'est eux même justement qui sont... Moi je l'avais dit il y a 6 mois déjà, ça veut dire que s'ils allaient continuer à frapper des cibles civiles, des zones résidentielles, nous allons devoir créer une zone tampon. Et tout récemment, quand je le dis, nous y sommes passés, c'est ce que nous faisons. Ils ont commencé à nous provoquer dans le Donbass. Pendant 8 ans, ils nous ont menés en bateau en disant qu'ils allaient soi-disant régler les choses par des négociations de paix et qu'en fait, ils sont passés à l'usage de la force et ensuite, ils ont saboté les négociations. Ils ont décidé qu'ils vaincraient la Russie sur le champ de bataille. Ensuite, on les a prévenus, on leur a dit « Ne fourrez pas votre nez sur notre territoire, Belgorod et les autres territoires. Autrement, nous serons obligés de créer une zone tampon. » Regardez tous les reportages de vos collègues occidentaux. Personne ne parle des bombardements de Belgorod et des autres territoires limitrophes. Ils disent simplement que la Russie ouvre un nouveau front. Aucun mot. Ils ne disent pas pourquoi, alors que c'est eux-mêmes qui l'ont fait de leurs propres mains. Alors, c'est à vous de moissonner les fruits de ce que vous avez semé. La même chose pourrait se produire en cas d'utilisation d'armes de haute précision à longue portée. Et d'une manière générale, cette escalade peut entraîner des conséquences gravissimes. Si ces conséquences surviennent en Europe, comment les États-Unis vont se comporter en matière de négociations sur les armements stratégiques? Ils veulent un conflit général? Il me semblait qu'ils voulaient se mettre d'accord en matière d'armes stratégiques. Mais aujourd'hui, on ne voit pas de grands souhaits de leur part de discuter là-dessus. Il y a un sujet de discussion, mais on ne voit pas de grande volonté de leur part. Je vous en prie. Izvestia. Au cours de ces derniers mois, avant votre visite en Asie centrale, est venue une délégation du ministère des Finances des États-Unis avec une pression sans précédent sur les pays européens. En excluant toute perspective de collaboration avec la Russie. Que pensez-vous des capacités de la Russie à compenser ces pressions? Également, pouvez-vous commenter l'exclusion des talibans de la liste des agents terroristes? Alors écoutez, je vais commencer par la deuxième partie. C'est une chose que dont nous discutons en permanence. Il n'y a rien à commenter. Pour ce qui est de l'Afghanistan et des talibans, nous sommes... en Afghanistan, il y a un problème. Et tout le monde le comprend. Il est bien connu. La question c'est la question de notre relation avec les autorités. Mais ça, c'est une autre question. Ce sont des personnes qui contrôlent le territoire du pays. Ils sont aujourd'hui l'autorité du pays. Ils sont au pouvoir. Et c'est la réalité. Et donc on a des relations avec beaucoup de partenaires et on est en contact, y compris avec ces gens-là.
en Asie centrale. Nous prenons en compte l'opinion de chacun de nos partenaires et nous forgeons une position. Pour ce qui est de la première partie de votre question, eh bien, je crois qu'il n'y a pas de changement. Ce qui se passe actuellement dans le monde entier, en Amérique latine, en Afrique, en Orient, et ils font peur à tout le monde. Ce sont des éléments de comportement impérialiste. Et ce sont des comportements, les analystes américains le disent. Les États-Unis sont un empire et et leurs ambitions sont importantes et s'appuient sur les événements politiques intérieurs. Donc bientôt il va y avoir des élections et va se décider si ils veulent confirmer leur statut d'empire. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Beaucoup ne veulent pas de cet empire. Ils ne veulent pas impliquer leur pays dans quelques aventures dangereuses ou dans quelques difficultés que ce soit. Et c'est la même chose pour l'Asie centrale, pour l'Ouzbékistan. C'est le plus grand des pays d'Asie centrale. Et elle est le deuxième pays après la Russie. Mais les acteurs États-Unis se comportent partout dans le monde entier. Le ministre des Finances était également en Chine. De quoi ils ont parlé? Ils ont dit que la Chine produisait trop d'automobiles et qu'ils voulaient qu'ils produisent beaucoup trop. Je ne pense pas que le ministre des Finances des États-Unis a le droit est compétent pour décider qu'est-ce que ça veut dire une surproduction. Si nous vivons dans une économie de marché, c'est le marché qui régule les choses. Et si c'est rentable et si les gens achètent, je ne vois pas pourquoi on peut parler de surproduction. De quel droit on va ordonner aux gens par la force, par des sanctions, de produire moins de telle ou telle chose. Donc, et ça, ils le font dans le monde entier. Bien sûr, dans des pays qui sont faibles, qui ne sont pas sûrs d'eux, il y a des dizaines d'ONG dans les pays africains. Bien sûr, dans ces pays, eh bien, ils s'appuient sur un manque de connaissance des populations. Ils font pression sur les autorités en place. Ils consacrent toutes leurs activités au renforcement de la souveraineté et de leur pays, orientés en fonction des intérêts de l'océan, d'outre-Atlantique. Et donc, nous savons qu'il y a des pressions en Asie centrale, oui. Mais je ne vois pas pour l'instant qu'ils aient mis à genoux par quelque ordre que ce soit venu d'outre-Atlantique. Il s'agit d'un préjudice, mais en fin de compte, c'est le choix souverain de n'importe quel pays qui choisit sa politique, qui lutte pour sa souveraineté et qui représente ses propres valeurs. Et si un pays veut réussir, il doit être souverain sur le plan économique et social. Il doit être souverain. Mais soumettre, faire pression en fonction de ses intérêts, eh bien c'est ce que font ces pays avec cette histoire d'automobile. Ils le font avec les engrais, ils le font avec les produits chimiques, ils le font avec les avions. Et c'est pourquoi, oui, nous le voyons,
Nous voyons rien de bon dans cela. Nous pensons que ce n'est pas bon pour la sécurité internationale et pour l'économie. Je vous en prie. Konstantin Paniushkin, Первый канал. Le ministre de la Défense ukrainien Syrski a dit qu'il y avait des instructeurs français. Et maintenant, c'est en train de devenir officiel et public. On nous dit que parmi ces Français, il y a d'autres partenaires du régime de Kiev. Que pensez-vous de cela et comment pensez-vous réagir? Alors, il y a la question de la légitimité. Jusqu'à quand mais Alexandre Loukachenko a parlé de militaires. Vous savez, s'il n'y avait pas eu des militaires à la tête de l'Ukraine, ça fait longtemps que la chose aurait été terminée. Et le problème, c'est que ces militaires étrangers agissent en fonction des intérêts, de certains intérêts nationaux. Pour ce qui est du fait qu'il y ait des mercenaires en Ukraine ou pas, bon, je pense que ce n'est plus un secret. Ils disent que oui, ils y sont. Nous le voyons. Nous entendons parler de l'anglais, du polonais, du français. Et ce sont des mercenaires, mais parmi ces mercenaires, il y a des spécialistes. Et vous savez, pour ce qui est des armes de longue portée, qui utilise ces armes? Eh bien sûr, ce sont des spécialistes, des instructeurs, des mercenaires, en réalité. Et voilà. Et ils ont des pertes. Ils ont des pertes. Et il est de plus en plus difficile de cacher ces pertes. Et le problème, c'est qu'il va falloir à un moment reconnaître officiellement qu'ils sont présents. Donc, tant il y aura des pertes. Mais bien sûr, nous entendons tout ça. Nous entendons parler polonais. Nous voyons donc, par exemple, un contingent européen avec des Polonais. Il y en a qui ne restent pas. Il y en a qui s'en vont. Les Polonais, non. Et pour moi, c'est très clair. Peut-être je me trompe, mais j'en doute. C'est pourquoi pour ce qui est de libérer l'Ukraine, il faudra donc tenir des frontières, ne serait-ce que pour la sécurité. Et s'ils se trouvent là, eh bien, ils seront dans la zone des combats. Je ne pense pas que ce soit une bonne décision. Véritablement, nous sommes très près d'un conflit beaucoup plus sérieux à caractère mondial. Et indépendamment de qui se trouve sur le territoire européen et sur le territoire ukrainien. Voilà. Je vous en prie. Pour terminer. Alexis Gladkov, pour ce qui, donc il y a eu un message. Donc après la conférence sur l'Ukraine en Suisse, il s'agira, pourrait-on inviter la Russie pour essayer de consolider l'idée d'une négociation? Donc, est-ce que la Russie peut participer et si oui, dans quelles conditions? Il n'y a pas de réponse, puisque je ne sais pas de quoi il s'agit. Ils disent qu'ils ne sont pas prêts à inviter la Russie, et après ils disent peut-être qu'on sera prêt, mais plus tard. Nous, on n'a jamais refusé quelque invitation que ce soit. Nous l'avons dit, nous sommes prêts.
Nous n'avons pas cessé de vouloir négocier. On aurait pu dire que les accords qui ont été signés à Istanbul ne nous conviennent pas. Mais donc il y a eu des accords. On aurait pu, s'il n'y avait pas eu la signature des accords que nous avions préparés du chef de la délégation ukrainienne. Ils ont paraphé ces accords et ils ont reçu l'ordre de déchirer ces accords et de vaincre la Russie sur le champ de bataille en lui infligeant une défaite stratégique. Eh bien, ils ont reçu l'ordre de la Grande-Bretagne ou des États-Unis, mais de toute façon c'est pareil. Mais sur cette base, nous n'avons jamais refusé et nous sommes prêts à continuer le processus de négociation. Mais qui est quoi s'agissant de la légitimité qui va nous permettre de passer à des étapes ultérieures, nous ne le savons pas. Mais je suis toujours étonné je regarde avec beaucoup d'étonnement ces mouvements en Occident qui disent que la Russie refuse de négocier. Une fois encore, c'est faux. Nous ne refusons pas. La partie ukrainienne refuse publiquement. Elle a paraphé des accords et après elle les a refusés pour nous vaincre sur le champ de bataille. Si vous êtes prêts, eh bien revenez, il n'y a pas de problème. De quoi parle-t-on? Ils ne veulent qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Ils veulent un soutien, qu'est-ce qu'ils veulent? Et il s'agit de déterminer la consolidation de la paix, mais malheureusement cela ne fonctionne pas comme ça. Ils ne veulent pas se mettre d'accord. Ils s'accrochent au fait qu'ils vont recevoir telle ou telle chose et qui va générer un tournant sur le champ de bataille. Et ça ne marche pas. Et plus il y aura de tentatives de ce genre, plus il y aura de pertes. Et les pertes ne sont pas pour le bien d'Ukraine. Pourquoi cela arrive? Ceux qui dirigent l'Ukraine se fichent des Ukrainiens. Voilà le problème de l'Ukraine aujourd'hui. Ils ne pensent pas que ces gens sont les leurs. Ils n'agissent pas dans l'intérêt des Ukrainiens. Je vous remercie.